vous faites beaucoup d'enquêtes. Comment vous les sélectionnez? Comment vous décidez de travailler, par exemple, sur un sujet précis, sur un jeton précis? Quel est un petit peu le processus pour justement publier un petit peu vos recherches sur tout ça et sélectionner quelles recherches vous avez publiées sur les réseaux? C'est super important comment on choisit l'enquête. Et en fait, la réponse, c'est qu'on ne choisit pas l'enquête. C'est l'enquête qui nous tombe dessus. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on n'est pas une boîte, on n'est pas ZachXBT. On pourrait, mais on n'a pas... Trop de problèmes. Pas rentable. Trop de problèmes, on s'attaque pas à la Corée du Nord. Et surtout, nous, notre objectif final, c'est que l'utilisateur aille sur Bubble Maps. C'est quand même ça, on est une entreprise. Bien sûr. Notre objectif, c'est que l'utilisateur aille sur l'outil. Étant donné ce constat, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on réagit aux actus. Parce qu'on veut que l'utilisateur lise et soit sincèrement intéressé par notre contenu. On a fait cette erreur pendant longtemps de partager des updates de façon un peu égocentrique ou des enquêtes qui nous intéressaient. Tu vois, par exemple, on disait au tout début, voilà, nos recrutements. Regardez, on a rajouté cette fonctionnalité, mais les gens s'en foutent de ça. Ils veulent du concret. Ils veulent lire un truc qui les intéresse. Toi, tu me parlais tout à l'heure de Bonk. Ouais. Si là, je sors une enquête sur Bonk, tu vas kiffer. Ouais. Si je serais en pur kiff. Tu seras en pur kiff. Si je sors une enquête sur Solana, parce que maintenant Solana ça pump, tu vas kiffer, tu vas lire. Ouais. Et tu vas pas lire parce que c'est Bubble Maps. Tu vas lire parce que c'est un sujet qui t'intéresse toi. Et c'est ce changement de perspective qu'on a mis en place au début d'année 2023 qui a fait exploser Bubble Maps. On a arrêté de parler de nous. On s'est dit comment l'utilisateur... L'outil au service de l'écosystème. L'outil au service de l'écosystème et au service de sujets qui t'intéressent sincèrement. Donc évidemment, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'être très attentif au marché, très attentif aux updates. Il y a des dramas, on essaye de réagir. Il y a les cofondateurs de Gala qui s'attaquent en justice. On montre avec Bubble Map comment ça se passe, un peu les coulisses de ce procès. Les gens parlent de BitGet parce que Binance est en train de s'effondrer. On a une super enquête sur BitGet où on voit qu'ils détiennent 100% de leur supply, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Derrière, il y a aussi une façon de délivrer ton message. Il faut que ce soit déjà le bon moment, c'est ce que je disais avant, mais aussi avec le bon ton. C'est-à-dire que nous, quand on fait des threads... Des infos assez complètes aussi. Évidemment, il faut que l'enquête soit bonne, et il faut aussi le délivrer avec le bon ton, avec un degré d'humour. Il faut que l'enquête, elle soit sincèrement bien écrite, avec des bons cliffhangers. Ça veut dire que tu cliques sur le thread, t'as envie de voir la suite, tu vois. Pas trop agressive non plus, pour pas avoir trop de soucis, je suppose. Vous laissez l'interprétation au lecteur aussi? Alors ça, c'est aussi un sujet très important. C'est qu'on n'a pas peur de rentrer dans la confrontation. Ah oui, vous êtes dans la bagarre. On n'a pas peur de rentrer dans la bagarre. Et évidemment, il y a un niveau de risque. On s'est déjà pris des menaces, je te passe les trucs par mail, c'est arrivé, tu vois. Mais c'est vrai que la menace est d'autant plus importante que la data on-chain, il y a toujours un degré d'incertitude. Donc nous, sur nos interprétations, quand tu es sûr à 95% d'un truc où tu t'attaques à Uniswap et à A16Z, avant de cliquer, tu sues un peu. Tu te dis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Après, tu sais pas forcément aussi à quel point ça va prendre de l'ampleur, à quel point ça va être lui aussi. Et je pense que c'est aussi ça qui peut peut-être vous rassurer d'une certaine manière, c'est que, on sait pas, enfin, vous avez aucune idée d'à quel point, ça va être relayé. Oui. Et ça peut aussi peut-être vous encourager dans certains cas à prendre davantage de risques, parce que vous êtes encore peut-être plus petit. Oui. Je sais non, pas. c'est vrai que ce risque, forcément, t'es plus prêt à le prendre quand t'as tout approuvé. Ouais. Quand t'es établi, tu le prends peut-être avec plus de précaution. On verra dans un an. On verra dans un an. Peut-être que dans un an, on sera paralysé par la crainte. On n'aura plus posté rien du tout. Aujourd'hui, en tout cas, c'est notre philosophie. Peut-être un peu c'est peut-être la philosophie guerrière de la jeunesse, tu vois, qui doit prouver que... Je pense qu'il y a tellement d'aberrations on-chain que c'est dur de pas vouloir en parler de manière un petit peu convaincue, quoi. Tu sais ce que disait l'équipe d'investigation de Coinbase? Il disait quoi? C'est une phrase que j'aime bien et que j'ai mis sur mon LinkedIn. Il disait... L'analyse on-chain, c'est plus de l'art qu'une science. Et ils ont raison. C'est parce que c'est ce qu'on disait avant. Tout est pseudonymisé, t'as un degré d'incertitude. Et toi, face à ce degré d'incertitude, nous, avec les clusters, on arrive à repérer des comportements. Mais on est toujours seul face à nos convictions et seul face à nos interprétations, au final. Je me posais une question, parce que je pense que ça fait partie de l'art. C'est comment la communauté peut vous aider à améliorer les produits. Et... sur Etherscan, on voit pas mal d'adresses qui sont labellisées. En tout cas, sur Etherscan, je crois qu'on peut soumettre des noms pour certaines adresses pour que les gens puissent les identifier plus facilement. Donc, c'est un peu le principe d'entité. Ouais. Donc, par exemple, sur Etherscan, vous pouvez taper dans la recherche certains exchanges, certaines choses, et vous avez directement les adresses des exchanges, etc. C'est aussi le cas de Arkham.
qui crée aussi des entités qui permettent donc de dire, OK, tous ces wallets-là, c'est Binance. De regrouper des wallets. Est-ce que vous prévoyez peut-être d'intégrer ces labels, en tout cas ces libellés, dans votre outil? Je crois que vous avez déjà certaines choses d'intégrer, mais je trouve que c'est quelque chose qui enrichit énormément les analyses lorsqu'on est amené à utiliser ce genre d'outil comme Bubblmap. C'est au cœur des enquêtes. Le label est au cœur des enquêtes. Sans label, on est foutu, on est d'accord. Hein. Sans label, c'est dur. Hein. Sans label, pour le coup, l'interprétation est beaucoup plus compliquée. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu en interne d'aller choper le plus de labels possible. On a une équipe dédiée sur ça, sur le label. Quand je dis le label, ça regroupe aussi les tags. Donc le label, c'est qui es-tu. Le tag, c'est que fais-tu. Okay. Est-ce que tu participes à des pre-sales? Est-ce que t'es friqué? Est-ce que t'es une smart whale? Tout un ensemble de tags qui peuvent t'aider à peut-être réduire le champ des possibles. Donc ça aussi, ça aide beaucoup. Donc comment on fait pour aller choper des labels? Premièrement, il y a beaucoup de sources open source. Où tu peux aller récupérer des labels à droite à gauche, public, tout simplement, comme Etherscan, tu l'as cité. On a une équipe interne qui va aussi récupérer des labels de façon plus custom, mais surtout, les clusters t'aident énormément. Parce que si tu vois un cluster, tu peux extrapoler une labellisation à des wallets. Ça, c'est ce qu'on a fait vraiment beaucoup. Je te donne un exemple. Compound. On a fait une enquête récemment sur Compound, franchement pas méchante. On a juste ça allait. Vous avez fait un petit examen. On a fait un examen de passage, de routine. Exactement. On a fait une petite visite médicale et on a repéré qu'il y avait à peu près 10% de la supply qui était détenue par A16Z. Un peu plus de 10%. Étonnant. Pas toujours les mêmes. Hein. A16Z, ils doivent nous détester à force. Wow. Ou peut-être qu'ils montrent à quel point ils sont riches. Ils flexent peut-être. Tu vois, peut-être, ok, faites des bubble maps, oui, on est riches. Exactement. Tu sais qu'ils nous ont contactés après notre enquête sur A16Z et Uniswap. Ça, je peux pas trop en parler, mais ils nous ont contactés. Wow. Tu commences comme ça et tu t'arrêtes aussi vite. Ils nous ont contactés parce qu'on était en levée de fonds et ils étaient intéressés. Mais évidemment, ils nous ont reparlé de cette enquête et... Bon, la prochaine enquête, vous nous mettez pas dedans, les gars. Et il y a eu des discussions, Mais pour en revenir à ce qu'on disait juste avant sur Compound, nous, on a repéré un ensemble de wallets qui étaient connectés. Yes. Mais pour en revenir à Compound, on a repéré un ensemble de wallets qui étaient connectés à un wallet en particulier, qui était celui qui distribuait les fonds au VC. Donc, il a suffi qu'un cluster d'un côté soit connecté à ce wallet originel, que un de ces wallets de ce cluster soit labellisé comme A16Z, et on a compris que le cluster, c'était A16Z. Donc, il y a cette idée de transitivité du label. Puis même, en vrai, je pense que c'est facile d'identifier pas mal d'adresses parce que, en fait, au début, ou même au début du jeton, ou même lorsque le jeton commence à être distribué, t'as l'argent qui vient d'un même endroit qui va... Enfin, souvent, t'as une sorte de wallet qui est dédiée à la distribution des jetons au VC, en fait. Tu serais pas en train de parler du Big Bang, là? Et donc, en fait, de cette manière-là, tu peux identifier tous les wallets qui sont ceux des VC. Et donc, derrière, tu peux voir un petit peu dans quel aussi, en checkant les adresses, tu peux voir sur quels autres pre-sales ils participent. Et en fait, si tu fais le lien entre les projets, si tu regardes la liste des investisseurs de chaque projet, tu peux déduire qui est derrière chaque wallet, en fait. C'est souvent donc, ce qu'on fait. Donc, il y a plein de choses très intelligentes et très intéressantes à faire à mes yeux. Et je vous invite tout simplement à le faire, de faire vos recherches à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment des trucs trop intéressants à regarder et qui sont des fois des informations qui sont difficiles d'accès la plupart du temps. Tu sais un peu qui a investi où, mais si tu regardes sur Messari, si tu regardes sur les dernières levées de fonds, souvent sur les levées de fonds qui sont assez récentes, on manque de données. C'est-à-dire que les données sont pas forcément mises à jour, ne sont pas forcément publiques, etc. Or, c'est sur les dernières levées de fonds qu'on a envie d'avoir des informations. Mais sur qui se place où. C'est pour ça que la donnée historique est si importante. Parce que si tu regardes une Bubblmap aujourd'hui, t'es face à l'instant T. Alors que si tu arrives à remonter au moment où il y a eu une levée, c'est les dates qui sont quand même publiques, là tu vas aller voir les connexions, elles sont évidentes. Je voulais revenir sur les enquêtes. Quelles sont les enquêtes que vous avez le plus aimé réaliser, produire, publier, lesquelles vous rendent assez fiers d'une certaine manière? Tu mentionnais Uniswap avec A16Z. T'as mentionné Compound avec A16Z. Bon, dédicace. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te tiennent particulièrement à cœur et sur lesquels t'aimerais peut-être un petit peu développer et que t'aimerais présenter, par exemple, Carrément. aux gens qui nous regardent? Il y a 2 enquêtes dont je suis très fier. 3 en comptant celle d'Uniswap, mais on l'a déjà évoqué. Celle de BitGet. Je la trouve incroyable. On en parle? Ouais. Alors, ce qu'on a repéré sur BitGet, en fait, c'est une discussion qui est plus globale sur les tokens d'exchange. Et on voit bien que c'est un sujet qui est au cœur de beaucoup de polémiques. FTT.
la raison pour laquelle FTX s'est effondré, c'est quand même parce qu'ils avaient mis du FTT en collatéral pour faire des emprunts. Derrière, ils étaient sous-collatéralisés. Je pense que c'est pas impossible que BitGet ou d'autres le fassent encore. Alors, c'est tellement tentant, en fait. C'est ça qu'il faut voir. C'est que les gars, ils ont des milliards de tokens. Ils ont envie de les faire travailler. Et souvent, ils développent des stratégies qui sont risquées. Je pense que ça fait un peu tourner la tête aussi, ces montants. Et derrière, ça peut causer le collapse d'un exchange et donc le fond des utilisateurs. Bon, FTX, ça a l'air d'aller, peut-être les gens vont récupérer leur mise. Au bottom. En bottom, exactement. Vendez-nous nos cryptos, nous on veut pas de stablecoin. On veut pas de montants dollars. Vendez-moi mes Ethers. Je suis d'accord. Mais bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est mieux que zéro. Oui, mais moi j'avais des Ethers dessus. Je sais. Moi, excuse-moi d'évoquer des sujets sensibles. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est comme on me dit genre on a tué ma voiture, on a écrasé ma voiture. J'avais une F40, une Ferrari, c'est une F40. Okay. C'est une voiture de collection, il y en a très peu. Et ben on me dit on va te donner l'estimation qu'on avait de cette voiture-là. Ouais. Cette voiture-là, je l'aurais probablement pas vendue. On me la sous-estime et peut-être que dans 10 ans, elle vaudrait 10 fois plus cher. Ouais, j'avoue. Non, mais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Après, je me mets aussi à leur place. Tu vois, t'as envie aussi de rembourser la majorité des gens, mais bon, j'ai fait une fixature ça, hein, mais. Ouais, non, mais je sais que je pense que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler et c'est important de faire en sorte que ça n'arrive plus. Ouais, exactement. Parce que ça, c'était vraiment quand même catastrophique pour l'écosystème. On est rentré dans le bear market à cause de ça. Et on a marqué le bottom du bear market à cause de ça, voilà. Mais ça a été une réaction en chaîne entre beaucoup d'acteurs. Avec Frérot Capital, avec Luna. Il y a Genesis, et derrière tous les lenders. Quel enfer ce cycle. Hein. C'était horrible. C'était horrible et tout est parti d'FTT collatéralisé en fait. Je pense que c'est plutôt un effet ricochet et qui montre à quel point même des gros acteurs peuvent être greedy et sont prêts à n'importe quoi pour chercher du rendement, quitte à tout risquer. Ouais. Mais je pense que enfin, dans tous les cas, c'est pas une bonne pratique. Mais je pense pas que c'est nécessairement eux qui ont initié tout ça. Enfin, en tout cas, dans tous les cas, en fait, le truc, c'est que qu'est-ce qui se serait passé si Terra Luna n'était pas tombé? Ouais. Si Free Capital n'était pas tombé? Oui. Si Celsius, Genesis, etc. n'avaient pas eu de soucis? Bon, on refait beaucoup de fois le monde avec des sites, tu vois. Bitcoin serait à 200K, mon gars. Non, mais tu vois là où je veux en venir. C'est-à-dire que dans tous les cas, la stratégie de FTX n'était pas bonne. Mais en ayant une approche qui est malveillante, qui est toxique, etc., je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait un effet ricochet sur eux et qui finissent par cette capitulation, probablement. Puis certains pourraient argumenter aussi que c'était sain pour l'écosystème de se débarrasser de ces mauvais acteurs. Vaut mieux maintenant que plus tard. Exactement. Après, peut-être que ça aurait jamais été le cas parce qu'après, ils se seraient régulés ou je sais pas ils quoi. Auraient rattrapé, Mais tu vois, même moi qui ai été affecté par FTX, je suis content qu'on s'en débarrasse. Tu vois. Ok. Parce que moi, j'ai envie que l'écosystème avance dans le bon sens. Et alors, peut-être qu'on peut avoir ce sacrifice et qu'on en aura quand même un autre et qu'on aura rien appris. On en aura d'autres. Mais je préfère qu'un SBF soit en prison maintenant et qu'il ait des problèmes maintenant que ce soit quelqu'un qui soit adulé, qui prenne peut-être plus de pouvoir, qui s'enrichisse encore plus personnellement et qui mette à terme l'écosystème en danger parce que parce que c'est quelqu'un de détestable, quoi. Mais surtout, la confiance qu'il avait était monumentale. Tout le monde. Mais même moi. C'est ça qui est ouf. Mais tu sais que moi, j'ai fait l'ICO du FTT. Ah ouais? Et à l'époque, je buvais ses paroles, j'étais à fond derrière. Mais que toi, tu un lui peu fasses présenté confiance. comme un petit génie. Mais même avant que, tu sais, il y ait le gros marketing, qu'il est régulateur, qu'il fasse copain, tu vois. Ouais. Déjà, à ce moment-là, il a été présenté comme un mec brillant, qui voit des choses que les autres voient pas, etc. Et même moi, je me disais, c'est un peu chelou, mais j'accepte de me faire berner parce que j'ai peut-être fait de l'argent avec son FTT ou parce que de ce qu'on voit, ce qu'il fait, ça a l'air de plutôt bien se passer, alors qu'au final, c'est idéalisé. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à faire extrêmement attention lorsqu'il est question d'idéaliser quelqu'un. Que ce soit des influenceurs, que ce soit des gens qui ont une position importante, qui dirigent des grosses boîtes ou quoi que ce soit. Et même moi, tu vois, quand je partage des choses qui fonctionnent bien, les gens, je pense, du coup, me donnent plus de crédit et me donnent peut-être davantage de confiance. Faites attention. Faites attention à moi, les gars. Non, mais dans le sens où je pense qu'à partir du moment où tu t'es aveuglé au point de prendre quelqu'un pour un gourou et de le suivre, peu importe ce qu'il fera, je pense que c'est le meilleur moyen de se foutre en l'air et d'avoir quelque chose qui est assez grave et qui peut te
te tirer vers le bas, donc des événements assez négatifs, quoi. Donc c'est pour ça que voilà, le culte de la personnalité en général en crypto, je pense que c'est quelque chose à éviter. Et je pense que beaucoup de gens aussi ont idéalisé CZ. Oui. Alors qu'au final, Decrass, il a dû en faire plein. Hein. Il sort en grand seigneur, quand même. Pour moi, il sort en grand seigneur. Ouais. Mais moi, j'ai entendu plein de choses en off qui sont très sales. Et pour moi, t'arrives rarement à devenir milliardaire aussi vite. Oui. En étant uniquement brillant. C'est une discussion intéressante sur la nature du pouvoir et la nature de la richesse aussi. À quel point ça change les gens. Ouais, mais après, c'est compliqué. Mais revenons sur les enquêtes. Je vais faire une transition en fait qui est naturelle, c'est que ce qui s'est passé sur FTX et le culte de la personnalité que tu décrivais, c'est que les gens n'ont plus fait leurs recherches du tout. Ouais. Tu sais que la bubble map d'FTT, nous on l'a. Elle était dégueulasse. Mais il n'y avait pas plus de jetons en circulation que de jetons déclarés en circulation ? Non, tu sais que je crois... Il y avait une sombrerie comme ça. Il y avait une sombrerie que FTT, il y avait 80% de la supply qui était déjà pour eux et 20% en circulation. Pourquoi c'est déséquilibre ? Pourquoi quand tu es une plateforme d'échange, c'est ça que je te parlais tout à l'heure de tokenomics, et tu me disais 80%, c'est abusé. Parce qu'un exchange, ça peut être une relation c'est des acteurs qui sont ultra centralisés, qui essayent d'utiliser une approche décentralisée pour faire du fric, sans rien changer à leur approche. Faussement décentralisé. Oui. Pour donner un exemple, Binance, quand ils ont fait l'ICO de BNB, c'était 50%. Mais je pense pas qu'ils soient forcément à se dire que leur jeton est décentralisé. Je pense que les gens, peut-être, surestiment la valeur de ces jetons-là, ou peut-être que... Parce que c'est des produits qui marchent, tu vois. En crypto, il n'y a pas tant de produits qui marchent. Oui, tu veux dire l'exchange. Voilà. Ouais. L'exchange réussit, donc... Et du coup, tu te dis, vu que le token est associé, ça va bien marcher. Mais il faut quand même être vigilant sur les tokenomics. FTT, c'était vraiment suspect, déjà de base. Ouais. On l'a tous oublié parce que c'était SBF. BNB, on n'a pas la bubble map de BNB. Comme je te dis, c'est pas un token ERC20. Donc on va l'avoir, mais on l'a pas pour l'instant. Je serais super curieux de voir à quoi elle ressemble. Pour revenir à BitGet. J'ai hâte de l'avoir. La bubble map de BNB Ouais, moi aussi. Ça va être ouf. Après, il y a quand même une activité un peu plus économique, tu sais, avec la BNB Chain, davantage d'acteurs, etc. Je suis d'accord. Mais je pense que ça reste... Ils ont développé une vraie économie avec leur token. Le lancement de la BNB Chain, BSC à l'époque, ça a tout changé pour le BNB. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec BTC. Ouais. Le développement des BRC20, c'est incroyable pour BTC. Parce que ça crée une vraie économie. C'est pas seulement de l'or numérique maintenant, BTC. Enfin bref. Ouais. BitGet. Revenons à nos moutons. Donc BitGet, on voit leur bubble map. Parce que nous, on aime bien regarder les tokens d'exchange. Et on voit qu'il y a 75% de la supply dans genre 7 wallets connectés. Énorme cluster. Honnêtement, on aurait dit un shitcoin, le truc. J'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas le bon token, j'ai pas pris la bonne adresse. Moi, j'ai peut-être quelques explications pour ça, parce que moi, du coup, je suis assez familier avec le produit et ce qu'ils font, etc. Et donc, j'aurais peut-être des trucs à... Je suis très chaud, mais en tout cas, les 75%, ça matchait sur le white paper. Ça, je l'ai dit dans le thread. Okay. C'était pas quelque chose en mode... C'est pas une fausse promesse. Ah non, c'était pas une fausse promesse. C'était vraiment, dans le white paper, on a 75% de la supply pour le marketing, pour de l'incentive, il détaillait un peu. Et on constatait vraiment 75% sur la map. Déjà, ça, en soi... Nous, ça nous pose problème parce qu'on pense que c'est trop élevé, ces pourcentages. On parlait de mauvaise tokenomics. Nous, on trouve que c'est trop élevé. Mais la suite de l'histoire est assez drôle. Parce que les 25% restants, qui sont distribués aux utilisateurs, en fait, exactement sur ces 25%, 22% sont déposés sur BitGet. Donc, de fait, 80% des 25% sont déposés sur BitGet. Au total, je vais te la faire simple, 97% sont détenus par BitGet. Après, entre les 75% pour moi, c'est logique, d'une certaine manière, dans le sens où, genre, c'est comme le BNB, enfin, c'est un peu moins le cas avec le BNB, parce que le BNB, il y a une initiation au-delà de Binance, mais t'as quand même un intérêt à le staker, à le locker pour avoir des launchpads, des trucs à gauche, à droite. Sur BitGet ? Et donc, sur Binance. Et sur BitGet, du coup, t'as la même chose. Par exemple, ce que je peux dire, c'est que pour le copy trading, tu sais, il y a des influenceurs qui font du copy trading, etc. Je blâme pas, honnêtement, le copy trading, je pense que il y a des gens très bien qui en font, comme des gens qui sont très mauvais qui en font. Tu vois. Pour moi, c'est juste un outil technique qui est à la disposition des gens. Mais par exemple, les influenceurs, pour faire du copy trading ou pour percevoir une partie plus importante des bénéfices qui sont tirés du copy trading, doivent avoir du BGB et doivent le staker. Tu vois. En tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on m'a mentionné. Et je suppose qu'il y a beaucoup de mécaniques en dehors de ça pour essayer de concentrer les BGB, donc le token de BitGet, chez BitGet. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Un autre point aussi que je trouve assez intéressant et sur lequel je suis assez critique,
c'est que tu remarqueras, les tokens d'exchange sont uniquement listés sur leur plateforme la plupart du temps, ou en tout cas pendant un très bon moment. Ah, c'est un bon point. Donc le BGB est majoritairement listé sur BitGet. Je crois pas qu'il soit disponible sur d'autres plateformes, mais enfin c'est possible. Tu peux l'acheter sur Uniswap. Mais voilà, t'as pas de gros autres exchanges que BitGet qui liste le BGB de mémoire. C'est des concurrents, donc c'est logique. Et surtout, pas de dérivés. Ah. Tu ne peux pas shorter le jeton. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Tu peux pas le shorter sur des plateformes décentralisées ? Le OKB, donc le token de OKEX, a été listé pendant très longtemps, je crois, uniquement sur OKEX. Et je suis pas sûr que tu puisses le shorter, ou en tout cas que tu aies pu le shorter pendant très longtemps. Et donc ça, c'est quoi la conséquence, tu penses ? C'est moins de pression vendeuse. Parce que en fait, même si toi, par exemple, tu te dis, ok, moi je suis pas d'accord avec le prix de ce jeton. Je pense que le prix de ce jeton devrait être plus bas. Si t'as pas de jeton pour le faire, tu peux pas le faire. Oui, ça veut dire qu'il faut en acheter pour pouvoir parier. Il faut en acheter pour pouvoir le vendre, mais ça sert à rien. Ouais. Donc, toi, ce que tu as envie de faire la plupart du temps, c'est d'aller sur les dérivés, donc des produits dérivés, et de parier à la baisse. Donc, pour dire, ok, moi j'estime que le prix il sera plus bas, et je gagnerai de l'argent s'il va plus bas. Par contre, s'il monte, je perds de l'argent. Okay. Ça, tu peux pas le faire. Intéressant. Donc, tu peux pas avoir un désaccord d'une certaine manière avec le prix et parier sur ce désaccord, ou en tout cas avoir un intérêt économique à ce que le BGB baisse. Tout le monde a un intérêt économique à ce que le BGB monte. Donc tu penses que c'est pas dans l'intérêt de BitGet d'avoir un short ? En fait, à la fois, ça, le fait d'avoir des produits dérivés, ça permettrait d'avoir plus de volume, plus de frais, et surtout à plus de gens peut-être de prendre de l'effet de levier du côté de l'achat, donc de long le BGB. Mais au final, ça permettrait aussi à des gens, ou peut-être des gros acteurs, d'essayer de faire baisser le BGB. Est-ce qu'ils shortent d'autres tokens sur leur plateforme, par contre ? Ah, mais t'as des produits dérivés sur des centaines de coins. Donc, ils font du short sur tous les tokens, mais pas le leur, sur BitGet. Mais c'est pareil pour la majorité des exchanges centralisés avec leurs jetons. BNB, il y a du short sur Binance ou pas ? Oui, mais parce que c'est très démocratisé, c'est très accessible, et BNB, c'est un jeton de Layer 1. Oui, maintenant. C'est vrai. Mais si tu regardes MEXC, KuCoin, donc avec CoinShare, donc le KCS, et tous ces jetons-là, vous regarderez, il y en a beaucoup qui sont pas listés sur d'autres exchanges que le leur, et la majorité, tu ne peux pas les trader sur les dérivés, donc tu ne peux pas les shorter. Intéressant. Ok. Tu vois, nous, dans le thread, on explique aussi à la fin, bon, ok, ils ont 97% de leur supply. Ok. Ils ont le contrôle. Ils ont le contrôle, ils ont la main sur 97% des jetons, techniquement. Techniquement. BGB, c'est quand même dans le top 60 des coins mondiales. C'est des milliards de valos. Mais ça pourrait être top 10 vu à quel point ils ont la main dessus. Exactement. Ils font ce qu'ils veulent avec. Mais c'est ça qui est étonnant. Ouais. C'est comment un token pump autant quand c'est toi qui as toute la supply. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Il suffit de très peu d'acteurs et de très peu de vendeurs pour que... Tu vois, si t'as juste un petit peu de gens qui veulent en acheter et que toi t'as la majorité des jetons et que tu décides de pas les vendre... Ça pump ? Ouais. Damn. Non mais tu vois, ça n'a aucun sens. Si y a un petit peu de demande, s'il y a un petit peu de demande et très peu d'offres, mécaniquement ça va monter. Et eux, ils ont tout intérêt à ce que ça monte. Et c'est un argument marketing pour les exchanges et leur croissance, tu vois. Ouais. En attendant, un token d'exchange qui baisse, est-ce que ça te donne envie de trader sur cet exchange ? C'est toujours la même discussion qu'on avait tout à l'heure sur le token baissier versus l'utilisation du produit. Et je pense que ça fait partie de l'équation. En tout cas, leur token, ils l'ont pas mis en collatéral. Pour finir ce thread, parce qu'on avait quand même expliqué ça à la fin, on n'est pas sur des mécaniques qu'on a vues sur FTX. C'est encore assez sain. Mais j'ai quelque chose de toxique à te proposer. Oula, vas-y, ça me plaît ça. Est-ce que, quand tu sais qu'un jeton est manipulé à la hausse, est-ce que c'est pas intelligent ou intéressant de se positionner dans ce sens-là avec une limite très claire ? De l'acheter ? De l'acheter, d'avoir un stop loss qui est prédéfini, je sais pas, d'un point de vue chartiste, et de laisser monter parce que tu sais qu'il est manipulé et d'en profiter. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans l'écosystème. Alors, je suis pas en train de dire que c'est un bon jeton à acheter ou quoi que ce soit, mais ce que je veux dire dans l'écosystème, c'est que si vous savez qu'il y a quelque chose de manipulé et qui est pas trop dangereux, qui a de la liquidité. Ouais. C'est-à-dire que si tu veux sortir, tu peux sortir. À part, quoi. Parce que, en soi, c'est ça l'enjeu. Sur FTT, tu pouvais vendre. Ouais. Tu vois, même pendant la faillite, tu pouvais vendre, même ça allait vite, tu pouvais vendre. T'as une petite fenêtre, ouais. Mais il y a beaucoup de gens dans l'écosystème qui disent oui, c'est manipulé. Mais si tu sais que c'est manipulé, si tu sais dans quel sens c'est manipulé, mais pourquoi tu deviens pas absolument riche tout de suite maintenant ? Si tu crois à tes convictions, autant mettre de l'argent.
au bout d'un moment, si c'est manipulé et si obvious, pourquoi vous êtes pas tous riches, les gars? Ouais. Non, je sais pas. Peut-être qu'on a vite tendance aussi à croire à la manipulation. Bah, je pense que c'est des raccourcis et c'est un moyen de se rassurer dans le fait qu'on est meilleur que ça et que le marché a peut-être tort. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Je sais pas, qu'il y a un franchement, peu de pour ça. moi, c'est un comportement de gens qui ne fait pas d'argent. Mais dans l'idée, je suis assez d'accord Mais avec c'est toi. pas méchant, hein, mais c'est juste que si t'es sur les marchés et tu veux faire de l'argent, tu joues avec les manipulateurs. Comme les gens ils disent, oui, les baleines commencent à acheter beaucoup de jetons et à en accumuler. C'est quoi? Peut-être que eux ils vont manipuler à la hausse, soi-disant. Ouais. Bah à ce moment-là, tu te mets avec eux. Non, mais Et je quand suis tu les d'accord. vois distribuer, tu fais la même chose. En fait, je suis d'accord avec toi, honnêtement. Ça veut dire que t'as un échiquier avec des règles et tu vois des choses. Bah, bouge tes pions de la bonne façon et fais tes moves. Prends en compte, en tout cas, ça dans ton positionnement. Exactement. C'est vrai.